Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Synapse. Cette semaine, on va parler d'un marché dont tout le monde parle ces derniers mois et qui pose une vraie question d'allocation pour 2026. Le marché coréen. Et c'est vrai qu'en l'espace d'à peine 18 mois, on est passé d'une situation extrême à une autre. Et c'est d'ailleurs ce qui rend ce sujet tout particulièrement intéressant. Souvenez-vous ce qu'était le marché sud-coréen il y a à peine 2 ans. C'était une déclaration de loi martiale par le président Yoon, une crise institutionnelle majeure, 6 mois de chaos politique, un président finalement démis et un marché qui restait décoté depuis 20 ans, ce qu'on appelle le fameux Korea Discount. Et puis, 18 mois plus tard, on regarde le tableau et il a complètement changé. L'élection de Lee Jae-myung en juin dernier, un président qui a fait de la revalorisation de la bourse coréenne un objectif politique, des réformes de gouvernance qui ont été votées coup sur coup à l'été 2025, un KOSPI qui a fait un peu plus de 80% de performance sur cette même année 2025 et qui a continué de monter début 2026. Et puis surtout, 2 valeurs, Samsung Electronics et SK Hynix, qui sont devenues des stars mondiales sur la thématique mémoire HBM, sujet au cœur de la révolution IA. Et donc, forcément, naturellement, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir si on est devant l'un des marchés les plus intéressants pour 2026. Est-ce qu'on est sur ce fameux moment Japon-coréen dont tout le monde parle, ou est-ce qu'on arrive un petit peu après la bataille, à un moment où le consensus est déjà devenu très, voire trop favorable, et où les actions ont déjà beaucoup monté? C'est cette question qu'on va essayer d'éclaircir aujourd'hui. Et je vous le dis tout de suite, le sujet est moins binaire qu'il n'y paraît. Parce que quand on regarde dans le détail, ce qui se joue en Corée, c'est en réalité 2 histoires très différentes qui se superposent. Toute la difficulté pour l'investisseur, c'est de ne pas tomber dans le piège de la confusion. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord revenir un peu en arrière et expliquer ce qu'on appelle le fameux Korea Discount, parce qu'on est vraiment sur le point de départ de toute l'histoire. Le Korea Discount, c'est ce phénomène qui fait qu'historiquement, les sociétés coréennes cotent beaucoup moins cher que leurs équivalents mondiaux à fondamentaux comparables. On parle d'une décote qui pourrait tout de même aller, selon les périodes et selon les estimations bien sûr, de 30 à 50%. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui a longtemps pesé sur le marché coréen. Alors pourquoi ? Pourquoi un pays aussi avancé technologiquement, avec des champions mondiaux comme Samsung et Hyundai, avec une économie sophistiquée, est valorisé moins cher que les autres? Eh bien la réponse est en grande partie liée à la gouvernance. C'est le point des chaebols. Ces grands conglomérats familiaux, c'est les conflits d'intérêts entre actionnaires majoritaires et minoritaires, mais aussi des structures d'holding très opaques avec des participations croisées, et c'est une culture où historiquement les intérêts des actionnaires minoritaires n'étaient vraiment pas au cœur des décisions. Donc voilà le point de départ. C'est un marché structurellement décoté pour des raisons de gouvernance. Et puis on arrive à fin 2024. Le président Yoon décrète la loi martiale en pleine nuit le 3 décembre 2024. Une déclaration qui sera retirée en quelques heures sous la pression du Parlement. Mais le mal est fait. Vous imaginez le choc pour les marchés ? On est sur la pire crise constitutionnelle qu'a connue la Corée depuis des décennies. S'ensuivent alors 6 mois de chaos politique, une procédure de destitution, un président déchu et enfin une économie qui ralentit. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, plus personne ne voulait jouer la Corée. On aurait pu se dire que le Korea Discount était vraisemblablement reparti pour 20 ans, mais non. Coup de théâtre en juin 2025, où l'élection anticipée débouche sur la victoire de Lee Jae-myung, le candidat du Parti démocrate. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que Lee Jae-myung a 2 particularités. La première, c'est qu'il arrive avec une plateforme centriste, très orientée sur la stabilisation de l'économie, ce qui rassure les marchés immédiatement. Et la deuxième particularité, c'est que Lee Jae-myung connaît personnellement le sujet. C'est un ancien investisseur sur les marchés actions, et il a fait de la protection des petits porteurs et de la fin du Korea Discount l'un des axes centraux de sa campagne. Et donc, il a fait de la revalorisation du marché coréen un objectif politique central. Dès la campagne, il fixe un cap très concret, faire entrer la Corée dans l'ère du KOSPI 5000. Et ce n'est pas anodin, parce qu'à ce moment-là, l'indice évolue plutôt autour de 2700 à 2800 points. Autrement dit, Lee ne parle pas simplement de soutenir le marché, il met sur la table une ambition de quasi-doublement de la bourse coréenne pendant son mandat. Et il va même plus loin. Symboliquement, quelques jours avant l'élection,
il achète lui-même environ 40 millions de wons, soit autour de 27 000 $ d'ETF d'actions coréennes, et s'engage à continuer d'investir chaque mois pendant 5 ans. C'est un signal politique très fort. Il veut montrer que la revalorisation du marché coréen n'est pas seulement un slogan de campagne, mais un objectif assumé de sa politique économique. Mais attention, et c'est là que la nuance devient importante, une promesse politique, ça ne fait pas un marché. Ce qui a vraiment changé la donne, c'est ce qui s'est passé concrètement derrière, dans le droit, dans les textes votés, dans les règles applicables aux sociétés cotées. Le premier moteur, c'est ce qui s'est passé dans le droit. Et là, il faut reconnaître qu'il s'est passé beaucoup de choses en très peu de temps. Le 3 juillet 2025, donc à peine un mois après l'arrivée de Lee Jae-myung au pouvoir, le Parlement coréen vote une révision majeure du Commercial Act, qui est l'équivalent de notre droit des sociétés. Désormais, la loi formalise le devoir fiduciaire des administrateurs envers l'ensemble des actionnaires, brisant l'alignement historique sur les seuls intérêts des chaebols. Alors, ça peut paraître essentiellement politique ou technique dit comme ça, mais c'est une vraie révolution pour le marché coréen. Parce que ça veut dire que dans toutes les opérations qu'on a vues historiquement et qui ont nourri le Korea Discount, c'est-à-dire les fusions entre sociétés du même groupe, les scissions, les spin-offs, les opérations entre parties liées, les administrateurs sont désormais juridiquement tenus de traiter équitablement tous les actionnaires, et notamment les minoritaires. Ce qui, vous en conviendrez, change profondément les règles du jeu. Et en parlant de règles du jeu, le Parlement ne s'est pas arrêté là, puisque fin août 2025, donc un mois après la première mesure et encore un mois suivant après l'investiture, on a une deuxième vague de réformes avec notamment l'extension de ce qu'on appelle la règle des 3%. Alors la règle des 3%, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est très simple. Lorsqu'une entreprise élit les membres de son comité d'audit, les grands actionnaires ne peuvent pas utiliser tout leur poids habituel. Même s'ils possèdent beaucoup plus que 3% du capital, leur droit de vote est plafonné à 3% pour ce type de nomination. Avant, ça ne s'appliquait que partiellement. Maintenant, ça s'applique avec toutes les nominations au comité d'audit. Ce qui veut dire que les chaebols ne peuvent plus garnir tranquillement leur comité d'audit avec des personnes un peu trop alignées avec leurs intérêts. À cela s'ajoutent deux autres mesures importantes. D'abord, le vote cumulatif qui permet aux actionnaires minoritaires de concentrer leur voix sur un candidat pour avoir plus de chances de faire entrer quelqu'un au conseil. Ensuite, le renforcement des administrateurs indépendants, qui devront désormais représenter au moins un tiers du conseil d'administration. Et puis, en parallèle, on a la relance du programme Corporate Value Up, qui est la version coréenne du programme japonais de revalorisation que vous connaissez probablement déjà. Programme qui aboutit, entre autres, à l'ensemble des réformes engagées au Japon depuis 2023, sous l'impulsion de la bourse de Tokyo et des autorités japonaises pour pousser les entreprises cotées à améliorer leur valorisation boursière et leur gouvernance. Et là, le point le plus important, c'est de bien comprendre pourquoi cela compte vraiment pour la valorisation à long terme. Parce qu'on pourrait se dire que c'est du slogan politique, mais non, c'est du droit positif. C'est entré en vigueur et ça crée un cadre juridique nouveau dans lequel les opérations dilutives pour les minoritaires deviennent juridiquement risquées pour les dirigeants. Et donc, structurellement, ça réduit une des causes les plus profondes du Korea Discount. Et c'est quelque chose qui prend du temps à se voir dans les cours, parce que la confiance d'un marché, ça ne se construit pas en 6 mois, ça se construit sur 3, 4, 5 ans, voire même davantage. Et c'est précisément là que le parallèle avec le Japon devient intéressant, mais avec une nuance fondamentale. Au Japon, le Tokyo Stock Exchange a surtout fonctionné par pression de marché. Il a demandé aux sociétés cotées, notamment celles valorisées sous leur valeur comptable, de publier des plans d'amélioration du capital, de dialoguer avec les investisseurs et d'expliquer ce qu'elles comptaient faire pour mieux valoriser leurs actions. En Corée, la logique est différente. On passe par la loi. La réforme du Commercial Act impose directement de nouvelles obligations aux administrateurs, renforce les droits des minoritaires et limite le pouvoir des grands actionnaires sur certains votes clés. Donc oui, la comparaison avec le Japon est pertinente, mais la méthode n'est pas la même. Le Japon, c'est une pression de marché organisée par la bourse. En Corée, c'est une réforme politique et juridique beaucoup plus contraignante. Et il y a une nuance importante. Au Japon, ce mouvement s'est joué sur 3
ou 4 ans, de manière diffuse, sur une base large de plusieurs centaines de sociétés. En Corée, ce qu'on observe est très différent. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus concentré sectoriellement, et surtout, c'est là que ça devient problématique pour l'investisseur, c'est qu'une bonne partie de cette revalorisation est déjà dans les cours. Donc pour résumer ce premier moteur, oui, sur le volet de la gouvernance, on est clairement sur un vrai tournant structurel pour la Corée. Mais c'est un moteur lent, qui agit sur plusieurs années et qui ne suffit pas à expliquer l'ampleur du rallye qu'on a vu en 2025. Ce qui apportait le rallye, c'est en partie autre chose. Et c'est là qu'il faut faire très attention à ce qu'on regarde quand on regarde le KOSPI. Parce qu'en pratique, cet indice n'est pas un indice pays classique. Ce n'est pas un indice qui reflète l'économie coréenne dans son ensemble. Non, c'est un indice qui est ultra concentré sur 2 valeurs, Samsung Electronics et SK Hynix. Et à elle seule, elle représente autour de 47% de la capitalisation de l'indice. Et donc forcément, quand on dit le KOSPI a fait plus 80% en 2025, ce qu'on dit en réalité, c'est que Samsung et SK Hynix, elles, ont réalisé des performances exceptionnelles. Quand on le regarde dans le détail, c'est exactement ce qui s'est passé. Samsung a réalisé plus 103% sur 2025 et SK Hynix plus 217% sur la même période. Donc on est bien sur un indice qui dépend très largement de 2 valeurs technologiques, et de manière encore plus précise, de la dynamique de la mémoire à haute bande passante, ce qu'on appelle la HBM. Alors, la HBM, nous l'avions abordée dans une autre vidéo, mais c'est important de bien réexpliquer pourquoi elle est devenue centrale. La HBM, c'est une mémoire très haut débit placée au plus près des processeurs d'IA, notamment les GPU de Nvidia, pour leur fournir les données assez vite pendant l'entraînement et l'inférence des modèles. Et c'est devenu l'un des plus gros goulots d'étranglement de l'IA, parce qu'un GPU, si puissant soit-il, ne vaut que s'il reçoit les données assez vite. Sans HBM en quantité suffisante, la puce passe plus de temps à attendre qu'à calculer, et une partie de sa puissance théorique reste inutilisée. Et le marché de la HBM, c'est un marché extrêmement concentré, avec essentiellement 3 acteurs, SK Hynix, Samsung et Micron. Et dans ce trio, SK Hynix est devenu le fournisseur dominant de HBM pour les accélérateurs IA de Nvidia, ce qui a complètement transformé son profil de marge. On parle aujourd'hui d'une capacité déjà largement vendue pour 2026, avec une tension d'offres qui pourrait se prolonger en 2027, voire 2028. Et donc, forcément, les marchés ont intégré tout ça. Et même, je dirais qu'ils l'ont intégré très vite. Pour vous donner un ordre de grandeur, au printemps 2026, le PER de SK Hynix, calculé sur les bénéfices attendus, a dépassé celui de Samsung Electronics pour la première fois de son histoire. Et ça, c'est un événement. On a une société qui était historiquement le numéro 2 derrière Samsung, qui cote désormais plus cher, parce que le marché valorise la position dominante sur la HBM. Et le KOSPI, dans son ensemble, a continué de monter sur le début 2026, atteignant des niveaux records autour de 7800 points en mai. La question n'est donc plus de savoir si la HBM est un bon marché, car la réponse est manifestement oui, mais de réussir à comprendre quelle part de cette croissance future est déjà intégrée dans les prix. Et là, il y a un point important qu'on a déjà évoqué dans d'autres analyses et qu'il faut absolument garder en tête. Quand on regarde le détail des résultats de SK Hynix ou de Samsung sur la mémoire IA, on est aujourd'hui sur une croissance en valeur, beaucoup plus que sur une croissance en volume. C'est-à-dire que les volumes augmentent, certes, mais ce qui fait l'essentiel de la performance, c'est la hausse des prix de la HBM. Et ça, c'est un signal qu'il ne faut pas négliger, parce que les croissances en valeur finissent mécaniquement par buter sur la demande à un moment donné. SK Hynix lui-même, dans son agenda 2026, a identifié 3 risques majeurs. Et le premier d'entre eux, c'est précisément le risque de correction des prix HBM après 2026, à mesure que la concurrence s'intensifie et que les capacités s'élargissent. Samsung est en train de redevenir très compétitive dans les mémoires HBM4, des composants essentiels pour les puces d'intelligence artificielle. En parallèle, de grands groupes comme Google ou Amazon développent leurs propres puces sur mesure afin de moins dépendre des fournisseurs traditionnels comme Nvidia. Résultat, aujourd'hui la demande permet aux fabricants de vendre très cher et de dégager des marges très élevées. Mais si la concurrence augmente et que les grands clients deviennent plus autonomes, les prix pourraient baisser et les profits du secteur être sous pression. Et c'est là où la concentration de l'indice devient un vrai problème.
Parce que si vous avez 45 à 50% de l'indice du Kospi qui dépend de deux valeurs, et que ces deux valeurs dépendent essentiellement du cycle HBM, toute déception sur ce cycle risque bel et bien de se traduire par une correction massive de l'indice. On en a déjà eu un avant-goût en mars dernier, avec un Kospi qui a perdu plus de 12% en une seule journée sur fond de tensions géopolitiques. Donc le risque est bien présent, et il ne semble pas parfaitement intégré dans les valorisations actuelles. Ce qui nous amène donc à nous interroger sur la notion de risque, qui serait peut-être sous-estimée par le consensus actuel. Avant de passer au risque, justement, si vous voulez aller plus loin et recevoir régulièrement ce type d'analyse pour mieux comprendre les grandes tendances de marché, inscrivez-vous gratuitement à la newsletter Synapse. L'objectif n'est pas seulement de vous donner des idées de valeur, mais de vous aider à comprendre pourquoi certains marchés deviennent pertinents, comment les analyser et surtout quels risques il faut surveiller avant d'investir. C'est exactement l'idée de cette vidéo. Ne pas acheter un marché parce qu'il mente, mais comprendre ce qu'on achète vraiment. Pour vous inscrire, le lien est disponible en haut à droite de la vidéo ou en lien en description. Alors, le premier risque, et c'est probablement le plus paradoxal, c'est le risque politique. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. Lee Jae-myung est à la fois celui qui pousse les réformes pro-actionnaires, qui veut réduire le Korea Discount, qui a fait monter le marché, mais il est aussi le président d'une administration qui, à plusieurs reprises ces derniers mois, a évoqué l'idée d'une redistribution des profits de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui a déjà eu un impact concret sur le marché. Le Kospi a corrigé quand un haut responsable a évoqué publiquement cette piste. Et c'est d'autant plus intéressant que cela une tension fondamentale au cœur de la politique économique coréenne. La même administration qui veut revaloriser le marché peut être tentée, si la concentration des profits sur SK Hynix et Samsung devient trop visible et trop politiquement embarrassante, d'instaurer une fiscalité spécifique ou un mécanisme de partage de la valeur. Ce n'est pas le scénario central, bien sûr, mais c'est un risque qu'il faut absolument avoir en tête, parce que le marché n'aime pas du tout ce genre de signaux. Deuxième risque, c'est la résistance des chaebols. Parce que vous imaginez bien que les grandes familles qui contrôlent les conglomérats n'acceptent pas passivement la modification du code commercial. On a des contestations juridiques, on a du lobbying intense, on a des recherches de mécanismes de contournement. Le droit est certes clair, mais son application va être plus lente et plus heurtée que ce que beaucoup d'investisseurs étrangers imaginent. Et donc le moteur structurel dont on a parlé dans la partie sur la gouvernance est bien réel. Mais il va se déployer dans un environnement de friction permanente, ce qui veut dire qu'il faut peut-être recalibrer un peu les attentes à la baisse sur la vitesse de revalorisation. Troisième risque, c'est le risque géopolitique qu'on a tendance à oublier quand le marché monte. La Corée du Sud partage une frontière avec la Corée du Nord. La Chine est son premier partenaire commercial historique, et dans le même temps, elle est un allié militaire des États-Unis. C'est une situation inconfortable qui expose facilement la Corée du Sud à de potentielles turbulences. Et à tout cela s'ajoute le risque de change. La Corée est une économie exportatrice corrélée à la demande mondiale pour la tech. Et puis, il y a le quatrième risque, qui est évidemment le risque cyclique. En phase d'expansion, les flux d'exportation et les achats d'actions soutiennent la devise. Mais si le cycle se retourne, le ralentissement économique et les sorties de capitaux étrangers risquent de déclencher une dépréciation du won. Pour un investisseur européen, cela se traduit par un double effet de ciseaux. Une baisse de valeur des actions sur le Kospi, doublée d'une perte de change. Parce qu'on l'oublie un peu vite, mais le marché coréen, historiquement, est l'un des marchés les plus cycliques du monde émergent, à cause de son exposition aux exportations, aux semi-conducteurs et au cycle de la mémoire. Quand le cycle de la mémoire est porteur, comme aujourd'hui, on a des performances extraordinaires. Mais quand le cycle se retourne, la correction est brutale. On parle historiquement de corrections de l'ordre de 20 à 50% tout de même. Et le problème, c'est que les ratios de valorisation actuels, même s'ils paraissent raisonnables en absolu, intègrent vraisemblablement l'hypothèse d'un cycle qui se poursuit. Donc voilà, on a donc 4 couches qui se superposent. Le risque politique, la résistance des chaebols, le risque géopolitique et enfin le risque cyclique. Et c'est cette superposition qu'il faut intégrer pour pouvoir conclure sur ce que représente vraiment la Corée du Sud comme opportunité pour 2026. Alors, si on essaie de rassembler tous ces éléments, qu'est-ce qu'on peut retenir sur la Corée du Sud pour 2026 ? Le premier point, c'est qu'il y a bien 2 histoires qui se superposent et qu'il ne faut surtout pas les confondre. La première, c'est les sujets de fond.
La réforme du code commercial, le devoir fiduciaire envers les actionnaires, la règle des 3%, le programme Value Up, bref, tout ce qui touche à la gouvernance et à la réduction du Korea Discount. Et cette histoire-là, elle est bien réelle. Elle est puissante, elle est structurante, elle peut effectivement porter le marché coréen sur plusieurs années, à condition d'accepter qu'elle se déploie lentement dans la friction, avec des contestations, des recours et des contournements. C'est un peu le modèle japonais, mais dans une version plus conflictuelle. La deuxième histoire, c'est l'histoire cyclique, et c'est celle qui apportait l'essentiel du rallye actuel. C'est le cycle HBM, c'est la position dominante de SK Hynix chez Nvidia, c'est l'effet IA. Et là, le plus important, c'est que dans cette histoire-là, elle est déjà très largement dans les cours. On a vu SK Hynix dépasser Samsung en valorisation, on a vu le Kospi atteindre des niveaux records, on a une croissance qui est portée par les prix beaucoup plus que par les volumes, et on a SK Hynix lui-même qui prévient sur un risque de correction des prix HBM après 2026. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui se demande s'il faut s'exposer au marché coréen actuellement ? Le marché coréen est intéressant, il y a une vraie transformation de fond. Pour autant, quand vous achetez le Kospi, ou un ETF Corée, ou un fonds Corée, vous achetez à environ 40 à 50% de valeurs technologiques liées à la mémoire IA. Donc c'est ça qu'il faut bien intégrer. Vous n'achetez pas la Corée, vous achetez d'abord la tech et de manière ultra concentrée. Si vous avez déjà du Nvidia, du Micron, de la tech américaine dans votre portefeuille, votre exposition réelle au cycle de la mémoire est plus élevée que ce que vous pensez. Et là, c'est davantage une question d'allocation qui se pose, plus qu'une question de qualité du marché coréen. Voilà ce qu'on pouvait dire autour de ce sujet sur la Corée du Sud. Beaucoup d'éléments structurels positifs, mais aussi un cycle cyclique déjà très avancé, et une concentration qui crée un risque qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Plus que jamais sur ce type de marché, il faut être sélectif et bien savoir ce qu'on achète quand on achète.